Salut à tous et à toutes, vous êtes sur Swag Radio, la radio qui capte le pouls du monde. Actualité, culture, célébrité, société, enjeux majeurs. Le Grand Journal vous dit tout. Je suis Erlich Dorelas. Installez-vous confortablement, l'info se vit ici et maintenant. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Swag Radio on air avec du style, depuis les studios de Swag de la capitale des grandes écoles du monde. Tout de suite, voici les infos. La ministre américaine de la Justice, Pam Bondi, s'est livrée mercredi à des affrontements verbaux houleux et répétés avec les démocrates, alors qu'elle défendait avec vigueur le président Donald Trump et la manière dont le ministère de la Justice a traité le dossier de Jeffrey Epstein. Écoutons un récit signé CGTN News dans ce grand journal. La ministre américaine de la Justice, Pam Bondi, a répondu à des questions difficiles au Capitole. Depuis des mois, le ministère de la Justice fait l'objet de critiques de la part des deux partis politiques pour ne pas avoir publié les dossiers Epstein en temps voulu. Mercredi, Mme Bondi a défendu les actions de l'administration Trump et a échangé des insultes avec les législateurs. Mme Bondi a comparu mercredi devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants, alors que l'administration fait l'objet d'une surveillance accrue concernant la divulgation des dossiers liés à Jeffrey Epstein, condamné pour délits sexuels. Les démocrates ont accusé Mme Bondi et le ministère de la Justice de dissimulation afin de protéger Donald Trump et les hommes riches impliqués dans le trafic sexuel d'enfants orchestré par Jeffrey Epstein. Au cœur de son témoignage, Mme Bondi s'est montrée provocante et a refusé à plusieurs reprises de répondre aux questions sur les raisons pour lesquelles le ministère de la Justice avait divulgué les noms des victimes tout en censurant ceux des puissants complices d'Epstein. Plusieurs moments dramatiques ont marqué l'audience. À un moment donné, une législatrice de l'État de Washington a demandé à Mme Bondi de présenter ses excuses aux survivantes d'Epstein qui étaient présentes. Pam Bondi a refusé et a accusé les démocrates de faire de la politique. Elle est également accusée d'utiliser le ministère de la Justice pour attaquer les adversaires politiques de Donald Trump et elle a souvent répondu par des insultes personnelles. How many perpetrators are you even investigating? First, you showed it. I find it. How many have you indicted? Excuse me. I'm going to answer the question. Answer my question. No, I'm going to answer the question the way I want to answer the question. No, Your you're going to answer theatrics the are question the way I ridiculous. asked it. Chairman How many have you Jordan, I'm not indicted? going to get in the gutter with these people, How many but have you- I'm going to answer the question. How many have you indicted? Again, the time belongs to Reclaiming my time. the time I belongs. think it's very Reclaiming interesting. my time. I think it's very Reclaiming my interesting. time. You can When reclaim he your talks time, about they reclaiming my time, indicted, Mr. the Chairman. president said they Close the indicted clock. him Mr. twice. Chairman, please They stop the sure clock did. and And stop he the clock and indicted. restore his time. Okay, here we go with Committee these will be in order. theatrics. Avant cette audience, un groupe de survivants d'Epstein et leurs familles ont pris la parole sur les marches du Capitole américain. Ils ont été rejoints par des législateurs et le caucus démocratique des femmes. Les survivants affirment que Mme Bondi et le ministère de la Justice ont agi de manière imprudente en divulguant des informations sensibles sur les victimes, telles que des photos nues. Ils affirment également que l'administration Trump protège les personnes riches et puissantes associées à Jeffrey Epstein. Ils demandent désormais au ministère de la Justice de faire son travail. La divulgation partielle de ces dossiers par le ministère de la Justice, truffée de caviardage inapproprié qui expose les personnes vulnérables et protège les puissants de toute responsabilité, n'est pas justice. C'est une injustice. En tant que victimes de ce crime et citoyens de ce pays, nous ne l'accepterons pas et vous ne devriez pas l'accepter non plus. Lors de son témoignage, Pam Bondi a déclaré aux législateurs que le ministère de la Justice avait fait tout son possible pour protéger les survivants, mais que des erreurs étaient inévitables en raison de la quantité de documents. La ministre américaine de la Justice, Pam Bondi, Nous restons toujours dans le dossier de Jeffrey Epstein, onde de choc depuis après la publication de ce dossier qui bouleverse le monde. Vague de démission et crise politique. Plusieurs responsables européens ont quitté leurs fonctions après que leurs liens avec Epstein ont été rendus publics. En France, l'ex-ministre Jacques Lang a démissionné de la présidence de l'Institut du monde arabe. Au Royaume-Uni et en Europe du Nord, des personnalités politiques sont mises en examen. Démissionnements nous sous enquête
perturbant les gouvernements entiers, réseaux de pouvoir et élites. L'Express un jour, ce beau matin, Windsor a été visé par de nouvelles révélations, entraînant des réactions publiques de Windsor. Écoutons les détails sur la RT dans ce grand journal. Malgré l'implication de nombreux politiciens français et occidentaux dans le scandale Jeffrey Epstein, les médias occidentaux évoquent régulièrement une prétendue piste russe, comme quoi lorsqu'il y a une gaffe, lorsque ça ne va pas, c'est toujours la Russie qui est pointée du doigt. Pensez-vous que cela démontre une volonté de détourner l'attention de l'opinion publique ? Bien sûr, il faut toujours trouver un bouc émissaire et j'ai envie de vous dire que la Russie a le mauvais rôle dans cette situation. La Russie n'est pas le responsable de tous les maux et de toutes les dérives de ces gens. Donc soyons sérieux 2 minutes, s'il vous plaît. Il faut pas non plus dire n'importe quoi. Évidemment qu'ils préfèrent jeter l'opprobre sur la Russie, c'est plus facile. Alors moi, j'aimerais quand même, si vous pouvez me le permettre, j'aimerais quand même apporter mon soutien à toutes ces victimes de ce réseau diabolique, pédocriminel, qui sévit et qui a sévi dans le monde entier. Vraiment, je voulais vraiment apporter vraiment mon soutien à toutes les victimes. On les oublie trop parfois. Évidemment que cette affaire Epstein est une bombe à retardement. Ça fait quelques années quand même que cette affaire est quand même dans les tuyaux. Et aujourd'hui, elle implique énormément de chancellerie. Et quand je dis chancellerie, je parle d'hommes d'État, je parle de personnalités, je parle de responsables politiques et j'en passe. Donc là, vraiment, c'est très compliqué quand même. Alors, Emmanuel Macron, ce qu'il fait, c'est qu'il renvoie la patate chaude à Donald Trump. Il déclare, je cite, « C'est une affaire qui concerne surtout les États-Unis d'Amérique. Pourquoi, selon vous, fait-il peser la responsabilité sur le système judiciaire américain ?» Parce que tout simplement, après ces investigations du FBI et après avoir déclassifié tous ces dossiers qui sont des dossiers très 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 sensibles, qui impliquent quand même des personnalités françaises, évidemment que c'est plus facile de dire que c'est la faute encore de l'autre, donc la faute des États-Unis. Mais j'ai envie de vous dire que le réseau de Epstein aujourd'hui est un réseau planétaire et puis il fragilise énormément de gouvernements, énormément d'États. Et puis j'ai envie de vous dire, soyons pas dupes, il y a des noms qui vont sortir et ça fait peur aujourd'hui parce que la réalité elle est là. Des noms qui vont sortir et qui sortent même déjà. Alors comment évaluez-vous l'impact de tout ce scandale sur la politique européenne en général? Sommes-nous déjà au paroxysme de l'affaire Epstein ou d'autres scandales pourraient encore suivre? Ah non, je pense qu'on n'est qu'au début, c'est les prémices. C'est-à-dire que là, nous sommes qu'à l'entrée. Excusez-moi du terme. Après, derrière, je pense qu'il y aura le déjeuner, le dîner, le déjeuner, le goûter, ce que vous voulez. Mais en tout cas, on est vraiment aux prémices d'une affaire et d'un scandale planétaire qui va impliquer énormément de responsables politiques. Parce que n'oublions pas que c'est toujours encore l'argent. C'est toujours encore l'argent. Tous ces puissants veulent systématiquement dominer le monde et pensent qu'ils sont en totale impunité. Et ça, c'est pas normal. Ils doivent répondre de leurs actes. C'est très, très important. Merci pour votre analyse, Valérie Barny. Je le rappelle, vous êtes président de Citoyens Responsables et conseiller municipal de Suresnes. Vous étiez avec nous. Un véritable drame a frappé la petite communauté de Tumbler Ridge en Colombie-Britannique. Le mardi 10 février 2026, une tuerie de masse a fait au moins 9 morts, 25 blessés, dont 2 se trouvent toujours dans un état critique. La tueuse présumée, selon la police également, a été retrouvée morte. Le Canada a déjà été marqué par plusieurs tueries de masse au fil des années, mais celle d'hier figure parmi les plus meurtrières. Faisons le point sur Radio-Canada dans ce grand journal. Bon, maintenant, Jérémy qui est en studio avec nous parce que le Canada a connu plusieurs de ces tueries de masse au cours des années, mais celle-ci là, est parmi les plus meurtrières. Et je vous dirais que ce n'est pas la première fois en moins d'1 an que la Colombie-Britannique est frappée, Christian, par une tuerie de masse. Rappelez-vous, avril dernier, à Vancouver, lors d'un festival, Lapu-Lapu, festival philippin, il y a une voiture camion bélier qui a fait 11 morts, mais également
32 blessés. La pire tuerie de masse, par contre, elle remonte à l'année 2020, 18 et 19 avril 2020, du côté de Portapique, en Nouvelle-Écosse. Un tireur, donc, qui se prenait pour un faux policier à la barre, d'un faux véhicule de la GRC qui a tué, donc, 22 personnes. À Québec, on se rappelle la tragédie à la mosquée de Québec le 29 janvier 2017. 6 personnes ont été tuées, 19 blessés également. Et des tueries en milieu scolaire, il y en a eu quelques-unes également, entre autres du côté de l'Université Concordia. Un professeur qui a tué 4 de ses collègues en 1992. Mais la tuerie la plus meurtrière là, dans un contexte scolaire, c'est celle de Polytechnique en décembre 89. Rappelez-vous, 14 femmes ont été tuées, 14 autres personnes blessées. Jérémy, merci beaucoup. Je vous en prie. Le président américain Donald Trump a insisté mercredi auprès du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur sa volonté de poursuivre la discussion avec l'Iran. Invité à Washington, le Premier ministre israélien a lui plaidé pour une ligne plus dure qui prenne en compte des besoins sécuritaires de son pays. Le récit de Julien Dubois, signé France 24 dans ce grand journal. Nouvelle rencontre très discrète ce mercredi à la Maison-Blanche entre le président américain et le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou s'est entretenu avec Donald Trump et avant cela avec Marco Rubio, mais cette fois, pas de caméra ni de discours. Pendant 3 heures, les deux dirigeants ont discuté de l'Iran et notamment du nucléaire iranien. Donald Trump veut prendre encore le temps de trouver un accord dans le cadre des discussions entamées avec Téhéran avant d'éventuelles actions. Je viens de terminer une réunion avec le Premier ministre Netanyahou ainsi que plusieurs de ses représentants. C'était une très bonne réunion, la relation exceptionnelle entre nos deux pays se poursuit. Aucune décision définitive n'a été prise, si ce n'est que j'ai insisté sur le fait que les négociations avec l'Iran continueraient pour voir si oui ou non un accord pouvait être conclu. Donald Trump promet une action très forte en cas d'échec des négociations avec l'Iran. Téhéran se dit prêt à discuter de son programme nucléaire en échange d'une levée des sanctions américaines. De son côté, Benjamin Netanyahou plaide pour que les discussions s'étendent aussi à la question du programme balistique iranien, une menace pour Israël, mais une question jugée pour le moment non négociable par l'Iran. Parlons de la crise à Cuba. Air Canada, WestJet, Sunwing et Air Transat ont suspendu leur vol vers Cuba. En raison d'une grave pénurie de carburant sur l'île, de nombreux voyageurs doivent revoir leurs plans. Le récit est signé TVA dans ce grand journal. Tout le monde est remboursé. Ghislain Grégoire fait partie de ceux qui devront revoir leur plan. Lui qui devait s'envoler pour Cuba le 28 mars. Pour aller fêter mon 60e anniversaire, qu'on annule, on va ailleurs. J'ai jamais vu une destination aller si vite que ça, d'heure en heure, ça changeait. Le téléphone de sa conseillère voyage ne dérougit pas depuis hier. Parce que là, j'ai beaucoup d'appels de gens qui je suis mal pris, toutes les autres destinations vont grimper, là. C'est à coup sûr. Et Transat, ils n'ont pas le choix, là. C'est des grosses pertes énormes pour eux aussi. Une saison complète annulée. Rappelons qu'hier, Air Canada, Air Transat, Sunwing et WestJet ont tous annoncé qu'ils suspendaient temporairement leur vol à destination de Cuba. C'est qu'à compter d'aujourd'hui, en raison d'une pénurie, le carburant d'aviation n'est plus offert à la vente dans les aéroports de Cuba. Fermer une destination complète, là, j'ai jamais vu ça. Alors, c'est ce qui se passe en ce moment. Le gros désarroi. Cette Québécoise est guide touristique et opère un gîte à Cuba où elle réside depuis une douzaine d'années. Même les clients qui avaient décidé de venir, peu importe ce qui se passait, tout le monde a cancellé. Moi, j'ai des clients qui sont dans mon gîte, qui étaient là jusqu'à la fin mars. Là, je dois rembourser. On nous a étouffés. On nous a enlevé nos poumons qui nous permettaient de respirer. L'énergie en 2026, c'est la base de l'économie de tous les peuples au monde. Daniel Mayou pensait partir à Varadero lorsque nous l'avons croisé hier, mais son vol a été annulé. Il a tenté sans succès de prévoir un autre voyage à l'aube de la semaine de relâche. Puis les lignes sont débordées. On va rester au Québec. Les taux de remplissage des avions actuels sont déjà depuis très longtemps à fort niveau. Donc là, on rajoute la clientèle de Cuba qui veut se replacer. C'est quand même extrêmement onéreux et les places sont limitées. Là. Soulignons que les transporteurs qui ont suspendu leur vol pour la saison maintiennent les vols de retour pour les Québécois qui se trouvent actuellement à Cuba. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.
Deux rechefs pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa Open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h sur 24 en R avec du style. Allez, les infos sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News sur WhatsApp et sur Facebook P-News. Votre référence en matière d'infos. Brothers Café Créole de Place to Be pour la bonne cuisine haïtienne. Allez, mangez à Brothers Café Créole de Place to Be au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 214 1425. La cuisine haïtienne est sans limite là-bas. Nous sommes à Jacmel, en Haïti. Le chef de sécurité du parquet, Franz Schubert Hector, tire la sonnette d'alarme dans une déclaration ferme. Il a dénoncé le dysfonctionnement du système judiciaire haïtien qu'il considère comme l'une des principales sources de la corruption qui gangrène le pays. Selon lui, certaines autorités judiciaires protégeraient des individus impliqués dans des actes criminels, notamment des bandits et des voleurs, une situation qu'il qualifie de grave et préoccupante pour l'avenir de l'état de droit en Haïti. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Dans la vraie. Faut me dire qui est-ce qui a parlé. C'est Franz Schubert Hector. Responsable sécurité dans le tribunal de première instance pour le ministère de la Justice. Comment va y même la justice là? Monsieur Bamzio, nous n'avons pas de caché corps. Nous maman qui a fait 10 petites, 9 volets, une pas volé. Ça pas volé, il faut résilier la violemment pour décider pour dire l'autre c'est volé, l'autre pas bon pour famille. Moi dans la famille judiciaire, j'ai 15 ans dans la famille judiciaire. Mais je ne dis pas que je suis encore. Je suis entré dans la justice pour m'aider à porter correction depuis sous Paul Denis. Mais monsieur, correction pas capoté. Moi, moi, bataille, moi, parler, rien pas poté. Nous, je dis, Haïti à genoux. Ce n'est pas moi avec nous qui mettons Haïti à genoux. C'est la justice qui met Haïti à genoux. J'entends dire la justice c'est d'une nation. Un pays, pour gagner un pays, il faut qu'il y ait une justice qui est fiable, qui est honnête, qui est sérieux, qui fait travail. Justice à case pays? Oui, qui pas qu'on maman. Depuis justice là, qu'on maman, il qu'on papa, il qu'on patron, il qu'on moun qui te bal job, il qu'on moun qui fait ici gaz pour lui, payer à janvier. Je ne veux dire c'est un chef gang qui te bal job. C'est un proche chef gang qui te bal job, il pas arrêter gang. Je ne veux dire c'est un ministre qui te bal job, de monsieur il pas arrêter ministre là. Je ne veux dire c'est directeur général qui te bal job, il oublie si c'est à côté. Même là c'est politique qui met mais c'est connaissance qui met. L'arrivée dans job là, j'étais à côté de ce politique là, ramasser compétence ou. Si compétence met on cuivre vont côté ou pas qu'à servir. Ça pas bon, c'est ça bon doit le servir pour rendre le pays vivable. Nous avons si bel pays qui est Haïti, mais la justice met-elle à genoux, la justice crase. Comment craser là, pas responsabilité. La justice a protégé les voleurs, la justice a protégé les bandits, la justice a protégé tout délinquant qui a crasé le pays. Je ne dis pas, le jour que nous gagnons, moun sérieux, moun honnête dans le système, qui pour prendre responsabilité, pour marrer maman, marrer papa, marrer frère, marrer petit, pour corruption. Nous restons toujours en Haïti. Dans ce grand journal, le maire de la commune de Delma, Wilson, jeudi, a lancé une opération musclée visant à démolir plusieurs constructions érigées illégalement sur les trottoirs dans différentes zones de la commune. Selon la mairie, cette initiative s'inscrit dans un vaste programme de réaménagement urbain et de récupération des espaces publics dans le but de faciliter la circulation des piétons et de rétablir l'ordre dans les rues de Delma. Écoutons un extrait dans ce grand journal signé Télé. Ça fait des bagages moun. Directeur sur ton caille, est-ce pas tolérer pour moun faire pas ça devant caille. Hein? Sur ton caille pour moun terreau pour moun faire tout ça devant pas d'accord. Marché pour tout pour nous. Demander si moi veux aller marcher. Il va aller. C'est aller va le marché. Le Dieu vend plus bien dehors. Encore c'est le bouler encore. C'est bon bouler, c'est le bouler lui. Dans des autres Dieu vient mettre bon bois, nous mettre c'est pas il fait le bouler. C'est au même cause. J'étais ouais. Si vous voulez faire l'état dans sentiment, nous va bien payer. L'État, vous voyez, sentiment qu'on va comprendre, nous sommes méchants tout.
Sourive, mon gars, fait le cap qu'on va remettre dans toute ligne. Regardez ça, vous fait là. C'est toute ligne, nous tellement souffrir tout, nous série de bagages. Puis comment c'est problème? Le problème, c'est pour tout le monde. Moi-même, tout le monde, je suis chercher mes bagages. Parce que des bagages, si je fais une bien partager avec moi, même taxe, je vais faire une taxe encore. Comme nous économisons, nous allons recevoir. Pas tout tellement en bas, où l'aéroport va gagner taxe. Le budget nous réduit plus de moitié. Nous avons un budget pour nous travailler. C'est un gros problème dans la bandure là. Dernière semaine, nous l'avons retiré. Dernière semaine, nous l'avons retiré. L'inspection générale, où dit que bon vendredi pour retirer parce que moi-même pas venu mon date. Dernière semaine, nous avons là. Vendredi, nous l'avons levé. Ça nous est après. C'est nous-mêmes qui toujours baisé sous dôme. Ça nous est. Pas vendredi. Ok, la presse bon vendredi. Moi, j'ai un restaurant communautaire qui est FAIS ensemble avec le ministère des Affaires sociales. C'est comme dans la Village Solidarité. On a venu venir là. Cause en bas pas bon. Nous venons dans 31. Nous connaissons pas de porte-trottoir, nous pas porte-trottoir, nous mettons aux gens pour nous aider les gens avec $20, $30, $40, $50. Mais restaurant. Non, il ne va pas porte-trottoir, on va visiter. Chef. Non, nous faut vérifier pour nous, garder pour nous, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas de problème. Est-ce que vous pouvez mettre bon l'autre côté pour nous mettre? Et chef Delmore, vous pouvez bon l'autre côté pour nous mettre? Sur le côté relais. Albo Pista. Albo Pista? Tout est Pista et Teberia. Eh bien, zone non doit lier. Et couille derrière moi. Et couille derrière moi. Vous connaissez que dans la Village Solidarité. Et couille derrière moi. Je n'ai pas espace. Mais chef, nous, et couille derrière. Nous avons un problème, nous avons des difficultés. Nous allons côté pour aller. Non, mais chef. Comment on fait une restaurant communautaire à jeunes? Yo espace. Je n'ai pas côté vrai. Non, où espace pour nous faire ça? Je n'ai pas de D'aller à dire que ou que yo dit vendredi pollution. Laissons Haïti zoom sur la Coupe du Monde 2026. Coupe du Monde 2026 boycottée ou pas face à Donald Trump. La Coupe du Monde de football 2026 co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique s'annonce déjà historique, non seulement pour son format élargi à 48 équipes et sa dimension commerciale, mais aussi pour la surpolitisation sans précédent de l'événement. À moins de 5 mois du coup d'envoi, une partie de l'opinion publique internationale se demande si la planète football doit participer à ce tournoi dans un contexte marqué par les politiques du président américain Donald Trump. Écoutons un extrait de ce débat sur TV5 Monde dans ce grand journal. Mondial 2026 de football, faut-il boycotter les États-Unis en raison de la politique controversée de Donald Trump? La petite musique commence à se faire entendre, en particulier en Europe. Avec nous pour en parler, Éric Coquerel, bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes député français à LFI, la France Insoumise, grand passionné de football. Avec nous également Simon Dutin, journaliste à RMC Sport, bonsoir. Soyez le bienvenu, Simon, et Nicolas Xis-Martov, bienvenue également et bonsoir, journaliste. Vous écrivez notamment pour SoFoot et vous êtes l'auteur du livre Qatar, le mondial de la honte. C'était évidemment il y a quelques années. C'est aux éditions Libertalia. La Coupe du Monde de football, je le dis en préambule, se jouera sur le continent américain du 11 au 19 juin à travers 3 pays, Canada, Mexique, États-Unis. Avant de vous donner la parole, messieurs, direction Berlin. Pourquoi Berlin? Parce que c'est en Allemagne, semble-t-il, que cette idée du boycott a pris corps de manière sérieuse. Notre correspondante Hélène Kohl est en direct. Bonsoir Hélène, où en est-on à ce sujet exactement? Alors officiellement, la question est tranchée puisque plusieurs poids lourds du gouvernement allemand se sont positionnés et ils ont écarté l'idée d'un boycott. Le ministre fédéral de l'Intérieur, chargé des sports, estime que le foot n'a pas à devenir l'otage de la politique. Et puis le vice-chancelier, lui, estime que c'est une idée absurde, du grand n'importe quoi. Cela dit, ici à Berlin, on sent bien que le débat n'est pas tout à fait tranché, puisqu'il y a un proche du chancelier, le porte-parole de son parti, la CDU, pour les affaires internationales, qui avance maintenant l'idée d'un boycott comme un ultime recours pour faire pression sur Donald Trump, au cas où ce dernier ferait volte-face d'ici la compétition sur la question du Groenland. Voilà pour la politique. Du côté des instances du foot, on marche sur des œufs. Le vice-président de la fédération dit maintenant qu'on ne peut plus faire semblant, qu'on ne peut plus fermer les yeux sur la situation intérieure aux États-Unis. Et donc, la fédération cherche maintenant une ligne de crête. On ne veut pas d'un boycott frontal et en même temps, on cherche ce qu'on appelle ici un positionnement critique. En gros, on participerait à cette compétition, mais une fois sur place, on multiplierait les gestes symboliques en faveur des droits et des valeurs démocratiques, un peu comme ce qui s'était passé au Qatar il y a 4 ans.
avec donc un exercice d'équilibriste assez périlleux, très critiqué à l'époque et qui s'était soldé par un échec sportif pour la Mannschaft, éliminée au premier tour. Merci beaucoup Hélène en direct de Berlin en Allemagne pour TV5 Monde. Éric Coquerel, la première question est pour vous. Pourquoi êtes-vous en faveur de cette idée du boycott? Vous en êtes même, on peut dire en France, l'un des initiateurs. Pourquoi? Du côté politique, oui. Alors, très exactement, je précise, l'idée n'est pas que l'équipe de France boycotte la Coupe du Monde. Hein. Oui, c'est bien de le préciser. Voilà, non, c'est bien parce que des fois, quand on parle de boycott, c'est cet élément-là qui est mis sur la table. L'idée, c'est de dire que comme il y a 3 pays qui organisent cette Coupe du Monde, dont 2 d'ailleurs qui sont les parents pauvres un peu du nombre de matchs, le Canada, le Mexique, et bien parmi les mesures de rétorsion vis-à-vis de Donald Trump, l'idée de ne pas aller aux États-Unis pourrait du coup devenir assez crédible et réaliste. D'autant plus qu'il y a une particularité, vous le remarquerez, c'est que on va organiser une Coupe du Monde dans 3 pays. Et le pays, on va dire, leader de cette Coupe du Monde est en train de s'en prendre aux 2 autres, avec des menaces, pas qu'un peu. Là, il y a un tweet de Donald Trump il y a quelques jours, c'est avec de l'IA, il reçoit tous les dirigeants européens, un peu comme les sermonnant comme des enfants, et on voit une carte sur laquelle il n'y a pas seulement le Groenland, qui est avec bannière étoilée, il y a aussi le Canada. Donc on est quand même dans un contexte un peu spécial, quoi. Avec des menaces sur les 2 pays voisins. Mais alors, pourquoi? Quel est dans la politique de Donald Trump ce qui vous incite à dire 0 match de football sur le sol américain? Alors il y a 3 éléments. Bon, alors, la proposition que j'ai faite, si on s'en souvient, je l'ai fait juste au moment où il y avait des menaces d'invasion du Groenland. Moi, j'ai tendance à penser que... C'est un extrait de ce débat sur TV5 Monde dans ce grand journal. Des robinets à sec, une population à bout dans certains secteurs, l'eau ne coule que quelques heures par jour, parfois du tout. Les écoles écoutent leur journée, les hôpitaux jonglent avec des réserves limitées. De nombreux commerces ferment temporairement. Les habitants dénoncent une situation devenue insoutenable. Les coupures touchent particulièrement les quartiers périphériques où les infrastructures vieillissantes peinent à répondre à la demande d'une métropole en pleine expansion, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Écoutons un récit signé Africa News. Des habitants de Johannesburg en Afrique du Sud sont descendus dans les rues pour protester contre les coupures d'eau récurrentes. Le robinet sont à sec depuis 3 semaines. Le phénomène touche plusieurs zones de la ville. Ces Sud-Africains ont appelé les autorités à prendre les mesures nécessaires pour le rétablissement immédiat de l'approvisionnement en eau. La situation actuelle est que nos robinets sont à sec depuis 2 semaines. Pour certaines personnes, depuis décembre, pour d'autres, depuis janvier. L'approvisionnement est intermittent et dans l'ensemble, les banlieues de West End, Melville et Sophiatown n'ont pas eu d'eau. Et nous en avons assez. L'eau est un droit humain fondamental et nous voulons être entendus. Je paye pour des services, mais je ne les reçois pas. C'est comme aller dans un café, acheter du pain et du lait et rentrer chez soi sans les avoir. Accusé d'inertie, le maire de Johannesburg déclare que la ville travaille pour améliorer la situation. Nous travaillons avec nos communautés pour garantir l'approvisionnement en eau de nos concitoyens et nous avons la chance de ne pas être au jour zéro car tout ce que nous faisons vise à garantir l'approvisionnement en eau. Certaines zones auront des difficultés, mais nous essayons de faire avancer les choses et d'équilibrer la distribution de l'eau. Ces coupures d'eau interviennent alors que l'Afrique du Sud est plongée depuis 1 an dans l'enfer des délestages d'électricité record. Direction la Pologne. La Pologne décline l'invitation à rejoindre le Conseil de la paix de Donald Trump. Le Premier ministre Donald Tusk a déclaré que dans les circonstances actuelles, la Pologne ne rejoindra pas le Conseil de paix. Il fait part de cette décision avant la réunion du cabinet, tout en soulignant que la Pologne continuerait d'analyser la situation. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Le Premier ministre Donald Tusk a déclaré que l'ambassade de Pologne à Washington avait reçu une invitation pour participer à la réunion inaugurale du Conseil de la paix prévue le 19 février. Une invitation déclinée en raison des circonstances qui entourent le nouvel organisme créé par Donald Trump.
Nous ne renoncerons en aucun cas à notre droit souverain d'exprimer une opinion qui pourrait être différente de celle de notre allié, a assuré le Premier ministre polonais, qui ne souhaite pas remettre en question les relations entre Varsovie et Washington. En revanche, Donald Tusk a assuré qu'il n'exclut aucun scénario et qu'une participation pourrait être possible si la situation évoluait. Le Conseil de la paix dirigé par Donald Trump a pour objectif de mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza, mais sa charte lui assigne un objectif beaucoup plus large, à savoir la résolution des conflits armés dans le monde. Beaucoup de pays ont adhéré à cette initiative, mais de nombreuses puissances dont la France l'ont déclinée, estimant que son rôle mal défini remettait en cause les responsabilités de l'ONU. C'est la fin de ce grand journal pour ce jeudi 12 février 2026. Quatrième sortie de ce grand journal, mais avant de partir, couleur du temps pour aujourd'hui. Temps mélange de soleil et de nuages, avec une légère possibilité de précipitations très faible. Température maximale environ 35 degrés Fahrenheit. Température minimale prévue pour la nuit environ 18 degrés Fahrenheit. Vent venant du nord-ouest avec des vitesses modérées. Ciel partiellement nuageux dans l'ensemble avec un mélange de soleil et passage nuageux pour ce jeudi 12 février 2026. Pour présenter le grand journal Erlich Dorelas depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa, open Swag Radio. Vous trouvez Swag Radio très bientôt dans les smartphones. Et Swag Radio on air avec du style sur Facebook et sur YouTube. Pour rester bien informé, P-News Info sans cassure, sans bavure. Les infos à la vitesse de la lumière. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Allez, délicieux son. The Place to Be Brothers Café Créole. 299 Main Street Everett, chiffré le 617 214 14 25 14 25. La cuisine haïtienne est sans limite à Brothers Café Créole. Joyeux jeudi. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.